Hello, je suis Victoria et j'ai 23 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jaune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. On cherche le bonheur là où il ne se trouve pas. La réussite, la célébrité, la beauté physique, la jeunesse éternelle. On voit des gens qui ont tout ça. Ils sont au top de la gloire, ils sont beaux, ils sont célèbres, ils sont riches. Puis on apprend qu'ils sont déprimés, qu'ils ont fait une tentative de suicide ou n'importe quoi. Je dis mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce type-là? Moi, si j'avais tout ça, je serais heureux. Il faut au contraire ne pas tourner le dos à ce qui vraiment apporte un sentiment de plénitude dans la vie, à savoir des valeurs intrinsèques, c'est-à-dire l'amitié, être bien avec soi-même, être bien avec les autres, des bonnes relations humaines, la fraîcheur du moment présent. Mathieu Ricard savait ce qu'il ne voulait pas. Une vie vaine, insipide, vide de sens, dispersée, désenchantée, mais sans savoir ce à quoi il aspirait vraiment. À 21 ans, il réalise son premier voyage en Inde où il rencontre son maître Kangyo Rinpoche. Après avoir décroché un doctorat en génétique, il quittera l'Institut Pasteur pour retrouver l'Inde et s'y installer en tant que moine bouddhiste. Pendant 15 ans, il vit avec 30 € par mois et dit pourtant que ce sont les plus belles années de sa vie. Finalement, qu'est-ce qui rend une vie riche ? Aujourd'hui, ça fait 50 ans que Mathieu Ricard est moine bouddhiste et il a tellement à nous transmettre de ces années. Quelle a été la vie de Mathieu Ricard ? Qu'avons-nous à apprendre de lui, de ses moments d'introspection, de ses vies au Bhoutan, au Népal, en Inde et au Tibet ? J'ai mis plusieurs jours à digérer cette rencontre, tant elle était précieuse pour moi et riche en enseignements. Je suis vraiment heureuse de te partager cet épisode aujourd'hui et j'espère qu'il te donnera l'envie de mettre la sérénité au centre de ta vie. Avec Mathieu Ricard, on parle d'altruisme, d'émerveillement et de liberté. Bonjour Mathieu Ricard. Bonjour Victoria. Je suis vraiment très heureuse d'être ici chez vous. Quand j'ai commencé mon podcast il y a à peu près 2 ans, vous étiez mon invité de rêve en haut de la liste. Et j'ai mis beaucoup de temps à réussir à trouver un petit créneau pour qu'on passe ce moment ensemble. Donc vraiment, immense gratitude d'être ici. Je suis ravi de vous recevoir à la campagne. Je sais que vous êtes fille de paysan. Oui. Donc nous sommes à la campagne, dans un lieu près de la nature. Et voilà, c'est formidable de se retrouver. J'ai beaucoup de questions, je pense que je pourrais pas tout poser, mais on va commencer. Vous êtes moine bouddhiste depuis 50 ans, interprète du Dalai Lama, auteur, photographe et docteur en génétique cellulaire. À 21 ans, vous rencontrez à Darjeeling, en Inde, Kangyo Rinpoche, votre premier maître spirituel qui a inspiré le reste de votre existence. Qu'est-ce qui vous a donné l'élan de partir vivre une telle expérience à cet âge-là ? Oui, précisément, c'est l'âge où on sait souvent ce qu'on ne voudrait pas que la vie soit, c'est-à-dire ennuyeuse, contraignante, déprimante, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on voudrait qu'elle soit pour de bon. C'est-à-dire on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. J'ai rencontré une fois des jeunes Canadiens, un groupe de jeunes, on a tout fait, on a fait des trucs d'orientation, on a rempli des questionnaires, on a fait quelques stages, on ne sait pas on n'a rien qui nous passionne. Je leur dis, écoutez, peut-être allez vous asseoir dans une belle forêt canadienne, au bord d'un lac, seul ou avec une amie chère, un ami cher. Et puis, n'essayez pas de faire marcher l'ordinateur, le blabla des neurones. Essayez de voir qu'est-ce qui monte à la surface, que vous avez vraiment envie de faire. Puis après, une fois que c'est clair, on trouve toujours le moyen. Donc, dans mon cas, c'était un peu ça. Vous ne saviez pas ce que vous vouliez faire à 20 ans. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Et en plus, on m'avait demandé une fois quand j'avais 16 ans, quel était qu'est-ce que j'avais des modèles dans l'existence. Je voulais juste me gratter la tête parce que on a lu des choses sur les personnes dans l'histoire et tout, mais enfin, j'avais pas quelqu'un qui s'imposait. Voilà, je voudrais devenir comme cette personne. Alors, par contre, j'ai eu la chance à cause de mon environnement familial, mon père philosophe, écrivain, journaliste, ma mère artiste pince qui est juste la pièce à côté qui a 99 ans aujourd'hui.
Et puis j'avais son frère, un oncle explorateur, Jacques-Yves Le Toumelin, qui a fait le tour du monde en solitaire en 1949 sur un bateau à voile sans moteur. Donc moi j'étais moi-même commencé des études scientifiques et j'allais rentrer à l'Institut Pasteur. Donc si vous voulez, j'avais toute une palette dans des domaines très divers de gens qui avaient fait des choses assez exceptionnelles dans leur vie ou qui étaient considérés comme éminents dans leur domaine. Et qui étaient passionnés. J'aurais voulu jouer du piano comme un tel, résoudre des équations différentielles comme tel autre grand mathématicien, écrire avec la même facilité que feu mon père, savoir dessiner comme... etc., etc. Mais en même temps, j'avais pas forcément envie de devenir, sur le plan humain, comme telle ou telle personne. Et si je regardais autour de moi, je prenais 50 jardiniers, 50 charpentiers, 50 philosophes, 50 scientifiques, 50 musiciens. Il y avait la même répartition de gens extrêmement sympathiques, chaleureux, qui semblaient bien dans leur peau, et de gens un peu difficiles à vivre, au moins qu'on puisse dire, qui étaient égoïstes, etc. Et leur talent particulier n'avait aucune corrélation avec leur qualité d'être. Donc on avait envie de savoir d'avoir leur capacité, mais de ne pas devenir ce qu'ils étaient. Donc c'était un curieux dilemme. Et à l'âge de 20 ans, donc juste avant de partir en Inde, à l'âge de 21 ans, j'ai vu chez un ami, Arnaud Desjardins, qui était en cours de montage de documentaires qu'il avait fait pendant 6 mois en Inde, sur tous les grands maîtres bouddhistes tibétains qui s'étaient réfugiés en fuyant l'invasion communiste chinoise sur tous les versants indiens de l'Himalaya. Et là, brusquement, je me suis dit, c'est incroyable. Aujourd'hui, de nos jours, vivants, il y a 20 Socrates, 20 Saint-François d'Assise, 20 tout ce que vous voulez. Il faut que j'aille voir, parce que là, peut-être, il y a quelque chose. Donc, effectivement, j'ai pris mes clics et mes claques. Je parlais pas trop anglais, j'avais appris le grec ancien, le latin, l'allemand, donc ça me servait pas grand-chose en Inde. Je suis arrivé à Darjeeling, c'est une ville perchée à 2000 mètres dans le nord du Bengale, pas loin de la frontière du Tibet. Et là, j'ai rencontré plusieurs de ces grands maîtres qui étaient réfugiés, dont Kangur Rinpoche. Et là, brusquement, si vous voulez, la différence, c'est que j'avais aucune idée de quoi retournait le bouddhisme, donc c'est pas ça qui m'intéressait a priori, bien qu'après j'ai appris des choses qui étaient très profondes et vastes et intéressantes. Mais la qualité humaine de la personne qui était en face de moi et qui s'est vérifié sur des années et des années. Je me disais, si je pouvais devenir ne serait-ce qu'un centième de ce qu'est cette personne, ça vaudrait la peine dans l'existence. Donc, ça a été le début d'un autre cheminement vers devenir un meilleur être humain. Oui, aux côtés de Kangur Rinpoché, vous dites « J'avais l'impression de me trouver enfin chez moi au sein de l'existence. Tout prenait place, s'agençait sans artifice ni complication. Jamais je ne sentis le poids du temps qui s'écoule lentement et l'ennui qu'il peut entraîner. Il se passait ici quelque chose d'essentiel, riche et précieux. Qu'est-ce que Kangur Rinpoché vous a appris sur la vie ? Si vous voulez, quelqu'un comme Kangur Rinpoché, on pourrait dire un sage, ça peut être un homme, une femme, son épouse aussi m'a énormément inspiré. Alors, c'est pas quelqu'un, comme on imagine, comme une sorte de force supérieure qui vous regarde de haut et qui vous est terrorisé à ses pieds. Au contraire, c'est une personne d'une disponibilité parfaite. C'est quelqu'un qui n'attend rien de vous, qui n'a rien à perdre ou à gagner d'avoir 1 ou 2 disciples ou suiveurs de plus, mais qui a tout à partager, tout à donner, comme un marin expérimenté qui a envie de transmettre son savoir, un grand musicien qui veut transmettre aux jeunes générations. Et là, ce qu'il transmet, c'est comment mener une bonne existence, c'est-à-dire la sagesse, la bonté, l'altruisme. Et en plus, en sa présence, on a l'impression que le messager est le message, c'est-à-dire que cette personne est l'illustration vivante, aussi bien dans les moments les plus simples que dans les enseignements les plus profonds. Il est à tout moment l'illustration ou l'exemple de ce qu'il enseigne ou de ce qu'il dit. Il y a une parfaite cohérence. Et ça, c'est incroyablement inspirant. Parce que c'est pas faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. On se dit, si quelqu'un a pu arriver à ce degré, ce que j'imagine être la perfection humaine, peut-être qu'en suivant, en marchant sur ses traces, en écoutant ses conseils qui sont comme celui qui vous donne une carte, qui vous montre le chemin, qui éclaire le chemin. Voilà, c'est un petit peu ça qui a fait que pendant ce premier voyage de 3 mois,
ça a vraiment clarifié le sens d'une orientation dans l'existence. Et ça, c'est essentiel. Parce que si on sait où on va, chaque pas est une joie en forme d'effort, même s'il y a des hauts et des bas. Parce que si on est perdu, on est désorienté, l'épuisement vient en place, on ne sait pas s'il faut aller à droite, à gauche. Et alors, à votre retour, quel sens vous décidez de donner à votre orientation ? Donc, sur le moment, c'était assez fort et intense, forcément. C'était tellement nouveau. L'Inde est une sorte de pays absolument incroyable, d'une richesse, d'une diversité. Je veux dire, tout est possible en Inde, pratiquement. Il y a toutes les religions. Je rentre en France, donc j'ai rentré à l'Institut Pasteur. Et là, c'est là où je me suis rendu compte, si vous voulez, de l'impact ou de la force de ce que j'avais rencontré. Et donc, là maintenant, j'avais clairement l'idée que voilà, c'était quelque chose qui allait compter dans ma vie. Donc, je suis rentré à l'Institut Pasteur. Ça a vraiment mûri en moi à tel point que quand j'étais à Darjeeling, j'oubliais un peu de l'Institut Pasteur. Et quand j'étais à Pasteur, mon esprit volait vers Darjeeling. Donc, quand j'ai soumis ma thèse, doctorat d'État, j'ai décidé de faire le postdoc dans l'Himalaya et je m'en félicite depuis un demi-siècle que j'y suis. Et après, vous avez quitté l'Institut Pasteur en 1972 pour devenir moine bouddhiste en Inde, en ayant de côté l'équivalent de 6 mois de salaire au CNRS, ce qui vous a permis de vivre 15 ans sur place. Durant ces années, vous avez vécu avec 30 € par mois, ne faisant rien d'autre que méditer. Qu'est-ce que ces années vous ont fait réaliser sur nos modes de vie occidentaux ? Oui, alors ça peut paraître un peu extrême. Alors, je suis très reconnaissant pour ces 6 mois de salaire que la secrétaire de François Jacob a laissé courir pendant 6 mois après mon départ. Effectivement, je suis resté 7 ans, notamment sans revenir à Darjeeling, auprès de Kangyur Rinpoche. Puis ensuite, il a quitté le monde, donc j'ai continué à rester, étudier auprès de son fils. C'était pas un moine, c'était un lama marié, un yogi. Et si vous voulez, c'est là où je me suis vraiment plongé dans la pratique du bouddhisme. Alors, sur le plan matériel, bon, ça peut paraître un peu draconien. Je ne sais pas si c'est 30 ou 50 €. Si vous voulez, en fait, j'avais besoin de rien. Oui. Parce que, gentiment, le monastère me donnait la nourriture. J'étais dans un petit ermitage de à peu près 9 mètres carrés, construit en dupi. C'est une sorte de cryptomère du Japon. C'est une sorte de pain très léger. Et j'avais juste une petite chambre, un tout petit balcon. Il y avait un seau d'eau, pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de chauffage. Donc, ça fait pas beaucoup de dépenses. Juste la nourriture. Et je contribuais à peu près le prix de ma nourriture, mais moi, j'avais besoin de rien. J'avais juste ce qu'il fallait pour me vêtir, et c'était parfait comme ça. Et ça peut paraître, encore une fois, un peu austère, mais c'était, dans mon souvenir, les années parmi les plus heureuses et les gratifiantes de mon existence, parce que enfin, je pouvais être auprès de ce guide spirituel, recevoir ses enseignements, les mettre en pratique. Je me sentais complètement exactement ce que je voulais faire. J'aurais rien changé pour tout l'or du monde. Et donc, c'était des années merveilleuses. Et donc, j'ai suivi toutes les différentes étapes de la pratique spirituelle selon le bouddhisme tibétain. Je me suis profondément imprégné de la présence, de la sagesse, de la bonté, de la compassion de Kangyur Rinpoche, de sa famille, de son épouse, de ses enfants. Et je crois que c'était les années les plus formatrices de ma vie pendant ces 7 ans à Darjeeling. Et donc, j'ai continué sur ce même chemin pendant 25 ans. Ça ne vous a plus quitté. Jusque l'épisode des moines et des philosophes qui m'a un peu changé le cours de mon existence. Qui est un livre que vous avez écrit avec votre père. En 1997. Et là, brusquement, les choses ont changé parce que voilà, il y a eu ce bouquin il y a un certain retentissement. Donc, ma vie tranquille dans l'Himalaya, pour un moment, a été suspendue. Parce que vous aviez besoin de transmettre finalement tout ce que vous aviez appris, découvert avec ces maîtres spirituels ? À l'époque, c'était pas formulé comme ça. Si vous voulez, en fait, j'étais très bien au faire ce que je faisais. J'étais maintenant au Népal, dans un monastère à Sechen, qui était le monastère de mon second maître, Dilgo Khyentse Rinpoche. Et je me consacrais à étudier auprès de lui, à le servir, à faire des traductions. J'avais pas la moindre intention d'écrire un livre ou de faire un dialogue. C'est un éditeur qui a téléphoné un jour. On venait juste d'avoir un téléphone au monastère en me disant « Est-ce que vous feriez un dialogue avec votre père, Jean-François Revel ?» J'ai dit « Ah, mon père, Jean-François Revel, philosophe agnostique, assez iconoclaste, faire un dialogue à un moine bouddhiste, même si c'est son fils, bonne chance. » Je pensais que ça allait pas aller plus loin, sauf qu'ils m'ont rappelé 15 jours plus tard en me disant « Il a accepté ». Je lui ai dit « Oh là là, mes problèmes commencent. » Donc je lui ai dit je vais faire comme… j'ai demandé conseil, je voulais pas vraiment le faire, puis on m'a dit « Si, c'est bien. » Ça va connaître un peu la clarification sur le bouddhisme, etc. Donc, j'ai dit, comme les jours de foot, je joue sur mon terrain. Donc, mon père est venu, nous avons eu 10 jours de merveilleux dialogues dans un petit auberge sur une colline au-dessus de Katmandou. Et ça a donné ce livre, Moine et philosophe, qui a eu un gros succès. Donc, du coup, ça m'a projeté sur la scène.
Ça montre aussi le côté complètement artificiel de la renommée, disons, puisque j'étais totalement inconnu au bataillon jusqu'alors. Oui, justement, comment vous, intrinsèquement, vous avez vécu finalement ces deux opposés, donc cette vie très reculée des échanges, des sollicitations, de la médiatisation, et du jour au lendemain, justement cette vie-là avec toutes ces facettes, les personnes qui vous reconnaissent dans la rue, c'est quand même les deux versants radicalement opposés. Exactement. Comment vous êtes senti? Si vous voulez, c'était un peu pas déstabilisant, mais enfin bon, c'était une autre façon de vivre. Là, je faisais pas que ça, hein. Je faisais des allers-retours. En fait, les gens me voyaient un peu parce que quand je venais, il y avait des interviews et tout ça, mais je venais 15 jours et je repartais au Népal illico après ça. Donc, je n'habitais pas en France. Oui. C'est récent. Mais l'idée, c'était que, en fait, j'étais quand même passionné par des idées qui m'avaient énormément apporté dans ma vie, notamment sur le fait de cultiver que les facultés humaines fondamentales, qui sont l'altruisme, la résilience, la force d'âme, le sentiment la perception de l'interdépendance, le respect de toute forme de vie, que toutes ces idées-là qui sont si fortes dans le bouddhisme, qui m'habitaient donc, dont j'étais pénétré, c'était une joie de les partager. Et puis je me disais, tant que s'ils me demandent de parler, je parle, et puis si on me demande pas, je suis très bien là où je suis. Donc parfois on me demandait, mais pourquoi est-ce que vous venez sur une interview radio, télévision? J'ai dit, vous m'avez demandé de venir, je suis là, mais sinon, moi, je suis très bien là où je suis. Je cherche pas à être dans les médias, je m'en fiche totalement. Donc, encore une fois, pour nous, dans le bouddhisme, on dit la célébrité, ou ces genres de choses, les considérations mondaines, on doit les regarder comme un tigre qui regarde une touffe d'herbe. C'est-à-dire, moi, je suis pas intéressé du tout. D'un côté, j'ai pu mettre la compassion que j'ai cultivée dans mon ermitage pendant des années au service des autres au travers des projets humanitaires. Donc, qui ont pris de plus en plus d'ampleur. On a commencé tout petit au Tibet à construire des écoles, des dispensaires, puis en Inde, au Népal. On a construit 25 cliniques au Tibet, 25 écoles, on a fait des ponts, etc. Donc ça a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, je vous dis, on aide 500 000 personnes dans le domaine de la santé, des services sociaux. Maintenant, il y a une magnifique équipe qui s'occupe de tout ça. Et tout se passe très, très bien. Je fais mon nez de temps en temps, mais en gros, ça fonctionne parfaitement. Même si je ne suis pas là au jour le jour, donc j'en suis absolument ravi. Une équipe adorable d'ailleurs, avec laquelle j'ai la chance d'échanger. Vous êtes aussi passionné de photographie depuis l'âge de 13 ans. Et aujourd'hui, vous utilisez la photographie comme une source d'espoir pour redonner confiance dans la nature humaine et raviver notre émerveillement devant les splendeurs de la nature. Qu'est-ce qui vous donne confiance dans la nature humaine? Si vous voulez, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs hypothèses dans ce domaine. Soit l'être humain est fondamentalement mauvais, et la société lui apprend à pas déborder trop, et donc l'État, la société, les lois font qu'on contrôle des gens qui sont fondamentalement mauvais. Donc il y a plusieurs philosophes comme Hobbes, des gens comme Freud qui disaient, je me suis pas beaucoup interrogé, mais que pour moi, quand le genre humain, c'est de la racaille. Il y a une phrase, je n'ai pas le mot à mot exact, mais en gros c'est ça. Donc si c'est ça, effectivement, on est mal parti, et il faut simplement empêcher de faire trop de dégâts. Il y a une autre école, en Occident c'est Rousseau, en Inde, dans le bouddhisme, c'est l'idée qu'on a tous une sorte de trésor en nous, qu'on appelle la nature de Bouddha, qui est comme une pépite d'or. Et cette pépite d'or, elle peut être tombée dans la boue, ou pire encore, dans une fosse septique, mais l'or lui-même ne change pas. C'est-à-dire que vous pouvez toujours à tout moment le prendre, le sortir, le laver, le polir. Il vous apparaîtra avec tout son éclat, mais l'or lui-même n'a jamais changé intrinsèquement. Donc, nous avons ce potentiel. Alors, ça peut paraître juste une idée, l'opposé du péché original, la bonté originale. On peut dire que c'est des idées, c'est un dogme. Mais c'est là où mon antécédent scientifique aide, c'est que toutes les études faites depuis 30 ans sur les très jeunes enfants montrent clairement, et c'est normal parce que nous sommes un animal social, que nous avons certes la possibilité de devenir des psychopathes qui coupent des gens en morceaux, on trouve ça formidable, ou des dictateurs, comme on en voit maintenant malheureusement les effets en Ukraine, et des gens qui font des massacres de masse, des génocides, tout ça, ça peut arriver, mais on sait que maintenant chez l'enfant, il y a une plus forte prédisposition, inclination à la coopération, que les enfants très jeunes, à l'âge d'1 an, préfèrent nettement les gens qui se comportent bien les uns envers les autres. Il y a toutes sortes d'expériences qui ont été faites,
jusqu'à l'âge de 5 ans, ils sont des coopérateurs inconditionnels et que donc, on est quand même davantage prédisposé à la coopération, à l'altruisme que le contraire, même si ça peut arriver. Et d'autre part, ce que j'ai appelé la banalité du bien, en comparaison avec un livre fameux de Hannah Arendt sur la banalité du mal, qui traitait principalement de Adolf Eichmann et des nazis qui étaient souvent des bureaucrates ordinaires qui sont devenus des gens qui ont créé des centaines de milliers de morts, voire bien plus encore au total. La banalité du bien, finalement, c'est de constater que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains se comportent de façon décente les uns envers les autres. Simplement, ça ne fait pas de bruit. C'est-à-dire que si vous avez pris un train ou si vous avez été au théâtre ou à un concert, en sortant, vous ne dites pas « c'est génial, personne ne s'est entretué ». Si jamais il y avait une rixe, un crime ou un viol dans un train, forcément, on est immensément choqué. On en parle pendant longtemps, ça fait les nouvelles au journal de 20 heures, parce que c'est aberrant, parce que c'est anormal, et donc ça prouve que c'est pas la norme, c'est pas notre état de base. Donc ça, on le voit moins parce que ça fait moins de bruit, si vous voulez. Donc ça fait, et aussi le fait que, aussi bien le bouddhisme, l'idée de l'entraînement de l'esprit, ce que parfois certains appellent la méditation, que en neurosciences, ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire la faculté du cerveau de changer en fonction de ce à quoi on est exposé à l'extérieur, des nouvelles conditions. Vous passez de la ville à la campagne, votre cerveau va changer. Mais vous vous entraînez à l'attention, à l'amour altruiste, à la compassion. Au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, votre cerveau va changer. Fonctionnellement, structurellement, vous devenez quelqu'un d'autre. Enfin non, pas quelqu'un d'autre, mais vous cultivez ces qualités. Et si c'est des qualités humaines désirables, c'est une bonne chose. Donc ce potentiel de transformation est là. La faculté de se transformer est présente. En gros, nous avons davantage de prédisposition vers l'altruisme. Donc, si vous voulez, il faut montrer ça. Parce que c'est vrai que les médias sont forcément attirés par ce qui est déviant, par une catastrophe. Une fois, j'étais dans un plateau de télévision, on m'a dit, on va vous demander de commenter les 5 titres de l'actualité. Alors, ils montent la liste. J'ai dit, vous n'avez pas une bonne nouvelle? Il y en a plein dans le monde. C'était que des trucs, des crimes crapuleux ici, un massacre là, 3 personnes tuées, etc. Et en quoi cultiver l'émerveillement est primordial aujourd'hui? Alors voilà, maintenant pour la photographie, si vous voulez, j'avais entendu parler d'une exposition dans les rues de Berlin à propos de l'environnement où on avait mis des grands posters de magnifiques paysages sauvages. Et ça avait eu un impact sur la population peut-être plus significatif que de encore asséner des chiffres terribles qui sont vrais sur le réchauffement climatique, sur les fonds des glaces en Arctique, en Antarctique, le 3e pôle qui est le Tibet, il y a 3000 glaciers qui fondent encore plus vite, la perte de la biodiversité, donc c'est évidemment pas très rassurant et malheureusement on va droit à une sorte de grande souffrance pour l'humanité, de grande catastrophe pour la biosphère. Donc là, l'idée c'est que si d'une part, la qualité des êtres humains, mais là, c'était plus par rapport à l'environnement, ce qu'on appelle la part sauvage du monde, c'est-à-dire la nature sauvage. Si vous pouvez montrer des images d'une telle beauté dont vous avez été témoin, que ça provoque l'émerveillement. Le même émerveillement, vous sentez un coucher de soleil au bord de la mer, vous êtes en haut d'un col en haute montagne, un paysage somptueux se déroule de centaines de kilomètres devant vous, vous êtes émerveillé. C'est plus grand que vous. Vous avez moins le sentiment d'accrochement au moi, vous avez le sentiment d'appartenance à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble de la biodiversité, au monde, vous n'êtes pas isolé, vous avez le sentiment de faire partie de tout ça. Et ça, si vous voulez, vous êtes émerveillé par quelque chose, ça peut être un jeune enfant, mais ça peut être un paysage, vous n'allez pas vouloir détruire ce qui vous émerveille. On a envie de le protéger. Vous allez vouloir le protéger, donc vous allez déjà le respecter. Et si vous êtes concerné par son sort, quel dommage que cette belle forêt disparaisse, par exemple. Donc, ça vous mène à l'action, finalement. Et donc, c'est une façon, à son humble niveau, par un photographe, de contribuer à la prise de conscience du plus grand défi du XXIe siècle, qui peut remettre en cause tous les autres progrès sociaux, santé, etc., qui est le défi du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité. C'est le grand défi par excellence. Et c'est aussi le grand défi qui est le défi à l'altruisme. Bien sûr. Parce que
En gros, si vous vous fichez du sort des générations à venir dans 3 générations, il n'y a pas de problème dans l'environnement. Tous les deux, moi je suis plus âgé que vous, mais vous allez probablement avoir des étés à 50 degrés. Oui. Cet D'ici été, ça devrait pas 2050, être très on loin n'en est pas déjà. loin. Mais en gros, vous allez probablement survivre à cela. Mais vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, eux, ils vont trinquer un max. Et ils diront, vous saviez, vous n'avez rien fait. Pourquoi on fait rien? Dans ce Alors côté, qu'on bah sait. oui, mais c'est l'inertie. Churchill disait, un homme d'État prend aux prochaines générations, un homme politique aux prochaines élections. Il faudrait que les présidents soient élus pour 5 ans, non renouvelables, et qu'ils aient le courage de prendre les décisions qui s'imposent, qui ne sont pas forcément populaires, parce que ça impose certaines sortes de sacrifices sur le plan matériel. Oui. On parle toujours du pouvoir d'achat, de ceci, de cela, le prix de l'essence. Oui, mais il faut freiner cet élan absurde de consommation qui fait qu'on n'a pas trois planètes à notre disposition. Vous savez qu'aujourd'hui, en juillet-août, on a déjà épuisé les ressources renouvelables de la Terre pour toute l'année. Donc on vit purement à crédit et on dégrade plus vite que ce que la nature peut se régénérer. Donc ça, Ces modes de consommation qui en plus nous éloignent de nous-mêmes. exactement. Donc, si vous voulez, c'est un défaut d'harmonie. On n'est plus en harmonie avec la nature. Et il faut donc faire mieux qualitativement avec moins quantitativement. Donc mener ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse. D'autres personnes appellent ça la simplicité volontaire, qui n'est pas du tout une vie malheureuse. C'est pas se priver de tout ce qui est bon dans l'existence. C'est simplement savoir être heureux avec tant sous cette superflu des gadgets, des consommations dont nous n'avons pas vraiment besoin. Bien sûr, une mère en Afrique doit nourrir son enfant dans les jours qui viennent, mais ici, c'est de la surconsommation, c'est la crise de la folie du luxe, de trop avoir de choses un Américain moyen émet 200 fois plus de CO2 qu'un Zambien. Ça, c'est un déséquilibre inacceptable, moralement et aussi pour l'avenir de la planète. Et alors, à vous entendre, j'ai l'impression que si chacun individuellement cultivait la liberté intérieure, ça résoudrait aussi beaucoup de problèmes parce qu'on serait certainement moins addict à tout ce matérialisme. Comment on la trouve, cette liberté intérieure que vous avez bien? C'est Gandhi qui disait que notre degré de liberté extérieure dépend de notre degré de liberté intérieure. Parce que si vous êtes constamment sous l'emprise de l'animosité, de l'hostilité, de l'avidité, de l'orgueil, de la jalousie, etc., et du manque de discernement, c'est une catastrophe. Vous allez vous-même échouer dans toutes vos entreprises et vous allez être extrêmement pénible à vivre pour les autres. Donc, si vous voulez, c'est une situation où tout le monde y perd. Oui. Donc, pour ça, il est important de comprendre que en essayant de se libérer de ce qu'on peut appeler des toxines mentales, parce qu'elles empoisonnent votre existence et celle des autres. Est-ce que c'est le samsara que vous définissez? Si vous voulez, par exemple, si on est excessivement centré sur soi-même, on peut appeler le sentiment exacerbé de l'importance de soi. Moi, du matin au soir. D'abord, ça vous rend la vie misérable. Parce que l'univers n'est pas un catalogue pour commander tous vos désirs et tous vos caprices. Ça n'existe pas, tel catalogue. Donc, de toute façon, c'est voué à l'échec. Deuxièmement, vous allez considérer les autres soit comme des instruments pour faciliter la promotion de vos intérêts, soit comme des menaces. Donc, vous divisez le monde entre amis et ennemis uniquement sur des critères égocentrés. Et puis, ça ne fonctionne pas. Parce que ça pourrait fonctionner si vous étiez tout puissant et que vous étiez complètement isolé des autres. Mais c'est le cas. Nous ne sommes pas tout puissants. L'impermanence survient à n'importe quel moment. Et surtout, nous sommes profondément interdépendants. Notre bonheur ne peut se construire qu'avec et au travers des autres. Donc, si vous voulez, l'égoïsme forcené, c'est voué à l'échec. C'est une situation où tout le monde y perd. Donc, c'est pour cela qu'il faut se libérer, c'est ça où la liberté intérieure vient, de cet sentiment exacerbé de moi. Il faut se libérer de la stolidité, il faut se libérer du désir obsédant pour avoir le contraire, c'est-à-dire de la bienveillance comme antidote à la haine, de savoir se contenter de moins avec bonheur, antidote à l'avidité et au désir, d'avoir plus de discernement au lieu d'être aveuglé par tous nos préjugés, etc., de se réjouir des qualités du bonheur d'autrui au lieu d'en être jaloux, et à faire preuve d'un peu d'humilité au lieu de penser qu'on est le top du top,
on est un as à tous les points de vue, ce qui est évidemment jamais le cas. Et il y a une parole bouddhiste qui dit « L'eau des qualités ne demeure pas au sommet du rocher de l'orgueil ». Donc en gros, la liberté intérieure, c'est de se libérer du joug, ces automatismes mentaux qui nous empoisonnent et empoisonnent l'existence des autres. C'est pas de faire n'importe quoi. Bien sûr. J'ai entendu une jeune femme une fois sur une radio anglaise qui disait « Pour moi, la liberté, c'est de faire tout ce que je passe par la tête sans que personne n'y trouve rien à redire. » Alors là, c'est l'exemple même d'être l'esclave de toutes les pensées qui vous passent par la tête. Et finalement, bon, ça marche pas parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas agir comme ça dans la société. Donc ça, c'est le contraire de la liberté. La liberté, c'est comme un marin qui prend la barre de son bateau. C'est pas de laisser le bateau dériver au gré des vents et des courants, ce qui serait l'idée de cette jeune fille de faire tout ce qui vous passe par la tête. La liberté, c'est de maîtriser le bateau. C'est à prendre la barre, régler les voiles et naviguer vers l'île où il veut aller. Et ça, c'est la liberté. Et donc d'arriver à identifier ces fameuses toxines mentales et de s'en libérer. Oui. Vous parlez du samsara, où en fait, il y a beaucoup de choses dans notre vie où on sait pertinemment que ça nous rend malheureux ou que du moins ça nous épanouit pas, et pour autant on y reva encore et encore. Je prends l'exemple des réseaux sociaux, on sait tous plus ou moins que ça nous impacte négativement, trop d'utilisation ou une mal-utilisation, et pour autant ça agit comme une drogue où on y va, on recontinue de regarder des stories, etc. Comment on se libère de ça, de ce samsara ? Déjà, le samsara, donc, ça veut dire en fait le cycle de sorte d'addiction aux causes de la souffrance qui vient de l'ignorance, c'est-à-dire du manque de discernement. Alors, le manque de discernement, ça veut dire quoi? On cherche le bonheur là où il ne se trouve pas, la réussite, la célébrité, la beauté physique, la jeunesse éternelle, l'argent, etc., etc. Alors, on voit des gens qui ont tout ça. Ils sont au top de la gloire, ils sont beaux, ils sont célèbres, ils sont riches. Puis on apprend qu'ils sont déprimés, qu'ils ont fait une tentative de suicide ou n'importe quoi. Je dis, mais qu'est-ce qui va pas avec ce type-là? Moi, si j'avais tout ça, je serais heureux. Sauf que c'est pas comme ça qu'on devient heureux. Donc, et il faut au contraire ne pas tourner le dos à ce qui vraiment apporte un sentiment de plénitude dans la vie, à savoir des valeurs intrinsèques, c'est-à-dire l'amitié, être bien avec soi-même, être bien avec les autres, des bonnes relations humaines, savoir s'émerveiller devant la nature, s'émerveiller devant le sourire d'un enfant, devant le sourire d'un vieillard édenté, jouir du moment présent, la fraîcheur du moment présent. Et puis aussi, faire preuve d'altruisme. C'est pas moi, c'est au contraire. Si vous n'êtes pas totalement focalisé sur vous-même, on est très vulnérable dans ces cas-là. C'est pour ça que les gens sont vulnérables, parce qu'ils pensent qu'à eux, donc c'est vulnérable, parce que le monde n'est pas fait à leur mesure. Mais si vous n'êtes pas si obsédé par vous-même, vous brusquement, vous regardez les autres, qu'est-ce que je pourrais faire d'utile? C'est pas un sacrifice, c'est une joie de se mettre au service des autres. C'est le double accomplissement du bien d'autrui et du sien propre, parce qu'on s'épanouit en même temps. Donc, si vous voulez, ça, c'est une question aussi de discernement, de compréhension, de sagesse. Et donc, tout ça peut mener à se dégager de ce carcan du samsara. Et alors, en quoi la transmission est essentielle pour faire évoluer notre condition humaine? Alors, la transmission, vous savez, ça se produit à tout moment. L'éducation, les enfants, au début, ils ne sont pas toujours fortement contents d'aller à l'école, mais tout le monde admet que c'est une bonne chose de pouvoir recevoir une éducation, que l'éducation doit être disponible pour tous, que tous les enfants doivent pouvoir être scolarisés. On finit par y arriver maintenant, peu à peu, grâce aux efforts des Nations Unies et autres, même dans les pays les plus démunis, avoir accès à l'éducation. Parce que l'éducation, ces connaissances sont un outil extraordinaire pour prospérer dans l'existence. On sait aussi, par exemple, ne serait-ce que pour les femmes, que des jeunes filles qui ont reçu ne serait-ce que 6 mois d'éducation à l'école, après, il y a moins de mortalité infantile chez ces femmes parce qu'elles ont quand même certaines idées plutôt que d'être complètement ignorantes de tout et soumises aux normes de leur tribu ou autre chose. L'éducation est vraiment essentielle. Et donc, si vous voulez, la transmission, c'est déjà cette forme parfaitement séculière de transmission. Ensuite, il y a des transmissions de capacités spécifiques. Vous voulez apprendre la musique, vous voulez apprendre à faire du judo, faire du bateau, n'importe quoi, vous allez trouver quelqu'un qui a plus de science que vous, n'est-ce pas? Vous voulez faire de l'alpinisme, de la varap, vous n'allez pas vous lancer dans une paroi verticale au risque de votre vie sans avoir la moindre idée. Non, moi, je sais tout, j'ai pas besoin d'apprendre, etc. Tout le monde a besoin d'apprendre. Et dans le cas de la transmission auquel je fais référence dans les carnets d'un moine errant, c'est la transmission pour comment devenir un meilleur être humain. C'est pas évident de bien discerner justement les états mentaux qui minent votre bien-être et celui d'autrui. C'est pas évident.
Les gens qui disent la passion, la jalousie, c'est très bien. Sans ça, la vie serait insipide. Bon, c'est comme de dire, bah oui, le service d'urgence d'un hôpital, ça me manque quand je suis, entre guillemets, dans la nature. J'aime bien cette intensité d'un service d'urgence. Bon, vous pensez ça, mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ceci dit, donc, l'idée d'une transmission plus spécifique sur comment essayer de se débarrasser de ce qui, encore une fois, fait qu'on a un sentiment de mal-être dans l'existence et cultiver les qualités humaines fondamentales qui nous permettent de nous épanouir tout en contribuant au bien-être et à alléger la souffrance d'autrui. Mathieu Ricard, j'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux jeunes d'aujourd'hui ? Moi, je n'ai pas de prétention à transmettre quoi que ce soit. Je peux partager des idées qui me sont chères. Et je pense sincèrement que d'une part, il faut avoir confiance, non pas en soi, dans le sens de cette idée un peu stupide de surestime de soi. Je crois en moi, parce que si on est plein de défauts, avoir confiance dans ses défauts, c'est pas une très bonne idée. Donc c'est pas s'affirmer, je sais apprendre ou à laisser, c'est comme je suis. C'est confiance qu'on peut devenir un meilleur être humain, qu'on a le potentiel de devenir un meilleur être humain. Et puis se fixer ça un peu comme idéal. Idéalement, c'est de se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres, tout en s'épanouissant sans barrière. Donc, ce n'est pas du tout un sacrifice. Et en gros, pour moi, le point essentiel de tout ça, c'est la bienveillance, c'est l'altruisme, le souhait que les autres soient heureux, c'est la compassion, le souhait de remédier à la souffrance et à ses causes. Ça me semble l'état d'esprit le plus noble chez l'être humain, celui qui est le plus propice à établir une société harmonieuse, la considération de l'autre. Ce n'est pas que s'exclure soi-même. Si on souhaite que tous les êtres soient heureux et trouvent la cause du bonheur, nous sommes un être parmi tous et on a tout autant le droit d'atteindre au bonheur. Comme disait Coluche, il n'y a pas de mal à se vouloir du bien. Grand philosophe. Oui. Donc, si vous voulez, je crois que ça, c'est essentiel de cultiver cette composante de bienveillance, d'essayer de faire tout ce qu'on peut pour apporter du bien autour de soi et de trouver un bon équilibre en soi-même. Ça, c'est ce qu'on peut rappeler une vie réussie. Et maintenant, les activités, les professions, le mode d'intervention dans le monde, tout ça, c'est à chacun de suivre ses inclinations, ses prédispositions, ses aspirations, etc. Chacun doit trouver son chemin, mais garder ça à l'esprit, parce que sinon, j'ai rencontré quelqu'un à Hong Kong qui me disait, voilà, il y a 20 ans, je voulais avoir $1 million, maintenant j'en ai 5 et j'ai perdu 20 ans de ma vie. Donc, il faut éviter, 20 ans plus tard, de regarder en arrière, de se dire, j'ai vraiment foutu en l'air ces 20 ans. Ça va dire, voilà, j'ai bien fait, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai fait de mon mieux. On ne peut pas se reprocher de ne pas avoir fait des choses qui dépassent vos capacités, mais on peut se reprocher d'avoir été négligent, disons, indolent, négligent des autres. Donc voilà, faire en sorte qu'on est à la fois dans l'instant, on jouit de cet instant présent, et que sur la durée, on se dise, voilà, bien joué, une bonne vie, et au jour de notre mort, on regardera avec sérénité, sans regret, ce que nous avons fait dans l'existence. C'est ce qu'on peut se souhaiter de mieux aux uns et aux autres. Merveilleux. Merci beaucoup Mathieu Ricard pour tous ces partages. Un plaisir, Victoria. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.